Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre ce matin, ce midi, pour ce nouveau webinaire RH Matin sur les vertus de l'apprentissage dans les métiers de la main et de l'humain, en collaboration avec l'Atelier des chefs. Merci à vous d'être avec nous pour cette séquence. On va passer 1 heure ensemble donc sur ce grand sujet sociétal de l'apprentissage, mais aussi des métiers qu'on y associe. On va voir ensemble, on va avoir un focus, vous l'imaginez bien, au regard de notre parterre d'invités très liés au monde de la coiffure, mais pas seulement. Et donc, on va échanger ensemble avec nos intervenants. Jean-Claude Legrand, le directeur général des ressources, des relations humaines, des relations humaines. Absolument, on dit. Mais à coup pas, cher Jean-Claude, vous êtes bien le directeur général des relations humaines du groupe L'Oréal depuis 2018, je crois, un groupe dans lequel vous avez effectué la plus grande partie de votre parcours, toujours dans la fonction RH d'ailleurs. Toujours dans la fonction RH. Exactement, vous avez démarré. Ceux qui travaillent avec moi pensent que je fais du business et les deux sont très liés. Exactement. Comment peut-on dissocier les deux en réalité la RH est directement liée au business. Vous avez d'ailleurs intégré le groupe en 96, je crois, comme DRH du laboratoire Garnier. Alors, oui, en fait, j'ai travaillé un peu chez eux-mêmes, mais tu as raison, à l'époque, on disait les laboratoires Garnier. Oui. Et j'ai eu la chance d'être au lancement d'un hit incroyable qui s'appelle Fructis, qui est un shampoing qui a été lancé par Nicolas Hieronymus, qui est aujourd'hui mon patron. Donc, tu vois, on travaille ensemble depuis 28 ans, donc on se connaît bien. Le monde est petit. Alors bon, L'Oréal, est-il utile de le dire, premier groupe cosmétique dans le monde, 36 marques, 150 pays, plus de 87 000 collaborateurs et plus de 38 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Si je suis à jour, cher Jean-Claude. Alors, tu étais à jour en 2022. Heureusement, depuis, on fait de la croissance. Oui, alors je veux bien les chiffres 2023, mais on ne peut pas les donner, c'est dans un quarter. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'on aurait des preneurs, on se ferait des amis. Christophe Doré, merci à vous de vous être joint à nous, cher Christophe. Vous êtes coiffeur de métier, toujours à la tête d'ailleurs, je crois, d'un salon de coiffure. Vous êtes le président de l'UNEC, la première organisation professionnelle du secteur de la coiffure. J'ai lu quelque part 90% des entreprises du secteur qui adhèrent à une organisation patronale adhèrent à l'UNEC. La coiffure, il faut dire aussi que c'est et c'est une des raisons peut-être pour lesquelles on a choisi, on va en parler avec Nicolas, ce secteur d'activité, c'est le deuxième secteur de l'artisanat en France, avec un peu plus de 100 000 établissements, 175 800 professionnels actifs, dont plus de 100 000 salariés, et on a autour de 19 000 apprentis dans le secteur. C'est dire, si mes chiffres sont bons, mais c'est dire que ça sera un petit peu plus, je me dirai tout à l'heure. Eh ben, on va en parler. Génial. Et Nicolas, notre instigateur, c'est vous, Nicolas, le fondateur de l'Atelier des chefs, qui avait imaginé cette séquence. Vous avez d'abord largement œuvré à la tête de l'Atelier des chefs à la démocratisation des formations culinaires, d'abord en présentiel, puis en distanciel. Et capitalisons sur ce succès, mon cher Nicolas. Vous transposez aujourd'hui les savoir-faire pédagogiques à d'autres formations métiers, notamment la coiffure, mais aussi, je crois, la beauté, le bien-être, la mécanique. Juste pour nos tous les métiers, bonjour à tous, tous les métiers de la main et de l'humain, comme on les appelle chez nous. Voilà une belle expression. Alors, juste pour info, vous pourrez poser des questions au fil de l'eau. Vous avez un chat, vous avez des questions, une séquence, et on répondra aux questions techniques s'il y a des problèmes de connexion au fur et à mesure. Mais surtout, on sanctuarisera 5-10 minutes à la fin si vous avez des questions pour y répondre en live. Et je précise enfin que la rencontre sera disponible en replay après quelques heures après le webinaire sur RH Matin. Peut-être un chiffre, puisque l'apprentissage est au cœur de la stratégie gouvernementale depuis la loi de 2018. On parle d'un essor important de l'apprentissage. Vous avez sans doute en tête le chiffre du million d'apprentis que l'on espère atteindre depuis un certain temps. Là, si je prends les derniers chiffres, nous étions sur un stock, c'est-à-dire les gens en cycle de formation de 918 800 apprentis. Donc, on a vécu une phase d'importante progression. Peut-être un élément que je vous donne aussi et que je vous partage, ce sont des chiffres de l'ADEP, et c'est les derniers chiffres dont on dispose. C'est intéressant de voir la ventilation. Les niveaux 3 et 4, et on va regarder la coiffure, l'artisanat, niveau 3 et 4, je vous le rappelle, c'est à la fois les niveaux CAP, BEP jusqu'au baccalauréat. Ça représente au total
plus de 377 000 apprentis. Mais si on regarde la progression générale, l'évolution en 2022, en les derniers chiffres consolidés que nous avions, ça progressait de 10%, c'est-à-dire plutôt moins que les niveaux supérieurs. Voilà le contexte, mais parce qu'on en fait beaucoup et on va parler de ça et on va voir ça avec Christophe dans quelques minutes. Oui, Christophe, je me tourne vers vous parce que l'essor de l'apprentissage dont on parle, dont les politiques, le ministère du Travail notamment, parlent très régulièrement sur les métiers de la main, est-ce que vous le vivez aussi? Est-ce qu'on a un fort développement général de la voie de l'apprentissage dans vos métiers? Oui, on a connu vraiment le creux de la vague. On a eu une période un peu difficile. Néanmoins, depuis quelques temps, on remonte, hein, puisqu'on est à plus de 21 000 apprentis dans la coiffure, donc c'est plutôt bien. Aujourd'hui, on peut le dire, on a un gouvernement qui a mis en lumière l'apprentissage. Enfin, quelqu'un a mis en lumière l'apprentissage. Toutefois, la progression est moindre dans nos niveaux, dans l'artisanat, dans la coiffure, mais c'est normal parce que chez nous, c'est un peu ancestral l'apprentissage. Il y a de nombreuses années que l'on fait ça, donc ce n'était pas vraiment la problématique. Aujourd'hui, ma crainte parfois, c'est que le gouvernement veuille faire du chiffre, du volume, et attention à la qualité. Ouais. Donc c'est un peu là parfois une problématique, parce que la problématique, elle est liée surtout à l'employabilité derrière. Si nos apprentis ne sont pas formés comme ont besoin, pour répondre aux besoins des entreprises, ça ne sert à rien. On peut en former 40 000 dans la coiffure. Si j'en ai 20 000 qui ne savent pas coiffer, ça ne sert à rien du tout. Donc là, il y a un besoin de regarder de près les choses. Toutefois, on peut se ravir de ce qui a été fait. On est vraiment en phase avec le gouvernement. Maintenant, il faut faire très attention. En 2013-2014, il y a eu beaucoup d'instabilité. À l'époque, le gouvernement Hollande avait baissé l'aide à la formation aux entreprises. Ouais. Et là, on a vu une chute du nombre d'apprentis. On n'est pas sur de la subvention, on n'est pas sur de la prime, on est sur de l'aide à la formation. Et aujourd'hui, le gouvernement l'a remis en place. L'année dernière, ça a déjà un peu bougé. Cette année, il ne bouge pas cette aide à la formation aux entreprises, mais il bouge le coût contrat pour les organismes de formation. Donc ça tangue quelque peu, un petit peu dans le paysage aujourd'hui de l'apprentissage et de la coiffure, entre autres, et de l'artisanat. Donc attention, moi je dis au gouvernement, attention, il faut de la stabilité. Si on ne pérennise pas les choses, à un moment, de toute façon, ça va de nouveau tanguer et on va chavirer. Donc, il faut que les choses soient, on va dire, soient pérennes, posées, pesées et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Et la première chose, les premières personnes qui doivent s'y retrouver, c'est bien sûr les jeunes, oui, les familles, les entreprises, parce que derrière, c'est l'emploi, c'est ce qui fait aujourd'hui la richesse de l'économie de proximité que nous représentons sur tout le monde de la coiffure. Maintenant, mais on y reviendra certainement, aujourd'hui le paysage de la coiffure bouge énormément et j'ai quelques craintes si le gouvernement n'entend pas certaines choses qui indirectement, on est plutôt sur l'emploi, sur l'entrepreneuriat, mais qui est lié aussi à l'apprentissage. Mais voilà. Donc aujourd'hui, les chiffres sont bons puisque les chiffres aujourd'hui sont supérieurs à ce que nous avons connu dans les bonnes années 2010-2011. Donc je dirais, tout va bien, la coiffure n'est pas en crise, elle passe une période difficile, elle est en difficulté, mais elle n'est pas en crise. Parce que si elle était en crise, il n'y aurait pas de jeunes dans la coiffure. Pardon. Et on a bien noté votre souci sur la qualité, sachant qu'on a en tête que c'était la voie royale d'accès au métier. Est-ce qu'on a diversifié grâce à cette revalorisation de l'image de l'apprentissage, notamment grâce au développement des formations en enseignement supérieur par la voie de l'apprentissage? Est-ce qu'on a permis de toucher de nouveaux viviers, de nouveaux profils? Alors, ça fait longtemps qu'on a touché de nouveaux profils, mais là, il y a un travail qui s'est mis en place avec la maison L'Oréal, entre autres, avec le campus, L'Oréal Campus, avec qui on a collaboré. On a mis un bac pro en place et un BTS coiffure. Il y a une voie scolaire, bac pro, BTS, et on a le bachelor maintenant. Et on a une voie de l'apprentissage avec un CAP, mention, bac pro et brevet de maîtrise. Donc tout ça, aujourd'hui, il y a deux voies qui se comportent parfaitement. La Covid nous a aussi obligés à travailler autrement avec le e-learning, qui a été quelque chose d'assez extraordinaire, qui a bougé les lignes et qui a montré aussi qu'on pouvait communiquer, travailler autrement au niveau de l'entreprise et au niveau des jeunes. Et puis, on s'adapte aussi à une nouvelle génération qui a aussi besoin d'être sur des choses un peu plus interactives, un peu plus, on va dire, numériques. Donc tout ça,
ça va plutôt dans le bon sens. Aujourd'hui, les personnes qui viennent chez nous sont intéressantes quand elles ont un autre parcours, c'est qu'en général, elles ont un bac, un master ou autre, au-dessus d'un bac général. Et elles sont intéressantes. Moi, elles m'intéressent pas pour le cœur de métier, parce que le cœur de métier, ça s'acquiert, d'accord, la technicité. Mais ce qui m'intéresse, c'est leur façon de penser. Et je les trouve très intéressantes en général dans l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui m'intéresse, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai besoin que l'on travaille sur l'entrepreneuriat dans la coiffure. Je ne veux plus qu'on me dise je suis coiffeur, je veux être un entrepreneur dans le monde de la coiffure. Parce que malheureusement, j'ai trop de salons de coiffure qui aujourd'hui ont une maîtrise totale de la technicité du cœur de métier, mais par contre, qui parfois zappent un peu le côté marketing, communication, gestion et tout ce qui est le juridique, le management, qui est au cœur aujourd'hui des difficultés des entreprises artisanales de la coiffure. Donc aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup ces gens quand ils viennent avec ce niveau supérieur parce qu'ils ont maturé un projet et en général, ils vont très très vite. Donc c'est intéressant. Et puis ça fait un mix avec d'autres collaborateurs et on tire tout le monde vers le haut. Et c'est ce qu'il faut dans notre profession. Alors j'ai envie de me tourner vers Jean-Claude Legrand et de le faire réagir parce que je pense… Tourne-toi vers moi, mon cher Fabien. Mon cher Jean-Claude. Oui, peut-être un mot d'ailleurs sur l'investissement qui n'était pas évident de L'Oréal sur l'apprentissage dans les métiers, sachant que votre cœur de métier, c'est d'être fournisseur de gens qui sont des alliés, qui sont des professionnels importants. Comment est-ce que vous avez vécu cet essor de l'apprentissage et qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous investir? Alors Fabien, ce qu'il faut que tu saches, c'est que 2023 est une année importante pour plein de raisons. Et on est bourré de difficultés par ailleurs, mais ça me permet de remettre bien mon col, là, tu vois, je me vois à l'image. 2023, pourquoi? Parce que nous allons fêter, et si tu veux, je peux t'inviter dans quelques semaines, les 30 ans de la mise en œuvre d'une politique d'apprentissage chez L'Oréal. On a démarré l'apprentissage en 1993. Cette année, c'est aussi une année importante puisqu'on a passé le cap de 10 000 apprentis formés chez L'Oréal depuis 1993. Tu vois, on a fait des promos d'apprentis, on faisait tous les métiers. Bien sûr. On forme des apprentis dans le domaine de la coiffure, bien évidemment. Christophe faisait allusion à quelque chose qui s'appelle Réal Campus, qui est une ambition qui consiste à justement ne pas uniquement former des gens sur, par exemple, des CAP coiffure. Je suis d'autant mieux placé, tu ne le sais peut-être pas, mais que l'année dernière, j'ai préparé le CAP coiffure et par respect pour les gens avec qui je l'ai préparé, je les ai accompagnés, notamment de L'Oréal en France, Julie Audouin, Julie, si tu nous écoutes, je t'embrasse, qui était très inquiète et je me suis rendu compte à quel point c'était difficile un CAP coiffure et notamment la partie pratique. J'ai moi-même pas uniquement travaillé sur des têtes entre guillemets molles, mais sur parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Mais des vrais gens. Oui, j'ai coiffé des vrais gens, j'ai coupé des cheveux de vraies personnes, mais j'ai pas assez travaillé, donc par respect pour le travail des artisans coiffeurs, je n'ai pas passé l'épreuve parce que je voulais pas y aller uniquement Bien sûr. Tout ce que je savais faire, et j'ai considéré que je devais moi-même redoubler et retravailler pour le repasser, chose que je ferai avec les équipes de Nicolas Bergerot. Mais pour revenir à L'Oréal, donc nous, c'est 30 ans d'apprentissage. C'est une longue aventure. C'est comme je viens de vous le dire, c'est près de 11 000 apprentis. Et aujourd'hui, on est sur un rythme de 1 000 apprentis par an, un peu plus de 1 000 apprentis. Donc nous, on mélange des apprentis et des contrats pro. On le fait dans tous les métiers. On est les premiers à avoir notamment lancé l'apprentissage à l'ESSEC, qui était la première école de commerce, alors maintenant on dirait une école de management ou une business school française, à se lancer dans l'apprentissage dans ce début des années 90. Donc c'est une très grande tradition, on a des milliers de maîtres d'apprentissage et qui sont fiers d'être maîtres d'apprentissage, pas uniquement parce qu'ils ont bien sûr une prime qui est liée à ça, on a précisément 900 maîtres d'apprentissage chez L'Oréal. Donc c'est quelque chose qu'on a lancé il y a 30 ans, dont on est hyper fiers, et qui marche très bien et qui est quelque chose dans lequel on fait ça mondialement. Là, je t'ai parlé des 10 776 apprentis français, mais on a des apprentis, tu l'imagines bien, dans plein de pays dans le monde. Cette politique d'apprentissage était très forte avant les dispositifs dont Christophe a parlé et des incitations du gouvernement. Comme toujours, le groupe L'Oréal ne fait pas les choses pour des raisons fiscales ou de taxes. Non pas qu'on soit au-dessus de ça, mais on ne recherche pas ces avantages pour mettre en œuvre une politique. Parce que, comme l'a dit aussi Christophe, le risque, c'est que le jour où ces incentives s'arrêtent, les politiques s'arrêtent.
Bon, c'est absolument pas le cas chez nous, si tu veux. Donc, c'était déjà très puissant. Moi, je l'ai passé à 1000 apprentis par an maintenant, parce que je veux que ça soit le rythme du créateur. Bien sûr que ces aides, entre guillemets, nous aident, mais on était déjà à 800 apprentis avant, tu vois, en rythme de croisière. Ce qu'évoquait Christophe, le fait qu'on attire de plus en plus dans le secteur des gens qui peuvent avoir un niveau de formation supérieur ou… Oui, ben c'est ce qu'on veut faire. Ah, d'abord, je vais te dire, j'ai expérimenté, parce que pendant 1 an, j'ai essayé de passer CAP. Donc, j'ai mis concrètement, et pas uniquement comme l'Aurélien comme moi, en stage d'intégration, il y a, comme tu l'as dit, malheureusement maintenant 28 ans, qui est uniquement de passer dans les laboratoires ou d'aller faire des essais sur tête. Là, j'ai carrément appris à prendre mon ciseau, fait des coupes chez des coiffeurs le lundi matin qui m'ont essayé de me former, chez une coiffeuse que je connais, qui est la coiffeuse qui vient chez moi. En l'occurrence, c'est une autre tendance forte de la coiffure, qui est une coiffeuse à domicile. Donc, du coup, si tu veux, moi, je me suis rendu compte que je suis bien placé. En plus, ça tombe bien, je suis le patron des relations humaines de L'Oréal. Donc, j'explique maintenant régulièrement, et pas uniquement aux gens de la division professionnelle, à quel point, à la fois, c'est un vrai métier, à quel point il est compliqué, à quel point il y a un savoir-faire. Tu peux te couper, je me suis moi-même blessé. Enfin, tu vois, c'est quelque chose de très sérieux. Alors, non pas que je ne le réalisais pas avant, mais je peux dire qu'après mon année d'apprentissage du CAP, je me suis rendu compte mieux que beaucoup. Et donc, la personne qui m'a donné cette idée-là, d'ailleurs, Christophe le connaît bien, c'est Eric Royer, qui lui-même, à 60 ans, a repassé son CAP pour pouvoir diriger Réal Campus. Parce que tu vois, c'est une des valeurs L'Oréal cardinales de L'Oréal, c'est qu'on n'est pas uniquement là pour faire des speeches, on est là aussi pour montrer que c'est possible. Donc, voilà. Si je peux me permettre, Fabien, je peux abonder sur les propos de Jean-Claude, et je le dis alors sans aucune flagornerie, mais L'Oréal est vraiment en proximité avec la profession. Et sur la pédagogie apportée dans les centres de formation, dans les lycées, L'Oréal et d'autres fournisseurs, je ne veux pas non plus, mais L'Oréal reste un acteur sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel, et avec Julie, j'ai d'excellentes relations. Vraiment, on partage plein de choses avec Julie régulièrement. Et vraiment, il y a une action pédagogique autour de l'apprentissage qui est vraiment une des forces de L'Oréal, puisque cette pédagogie, elle est essentielle dans l'apprentissage, comme le disait Jean-Claude, qui est un apprentissage très technique. Bien sûr. Et donc, le travail de L'Oréal et des centres est important. Mais regarde, en complément, bon à savoir pour toi, Fabien. D'ailleurs, je pourrais vous inviter à un certain nombre d'entre vous. On vient de refaire le siège historique de L'Oréal qui se situe 14 rue Royale. 14 rue Royale, pour un coiffeur comme Christophe, c'est un endroit de référence. Malgré les temps troublés que nous traversons, si on prenait une expression populaire, et moi, je continue à dire il faut utiliser cette expression, c'est la Mecque de la coiffure. D'accord ? Donc, la Mecque de la coiffure, c'est 14 rue Royale. 14 rue Royale, c'est quelque chose qu'on a ouvert il y a à peu près une centaine d'années. Une centaine d'années, on a ouvert une académie de coiffure à l'époque où M. Eugène Schweller, qui venait de créer L'Oréal quelques années avant, a ouvert cette académie de coiffure. Quand on prend la décision stratégique de refaire ce siège historique, la première chose qu'on décide, c'est d'y laisser une académie de coiffure. Aujourd'hui, il faudrait que tu viennes voir ce qu'est la rue Royale. C'est à la fois l'histoire du groupe, la famille Schweller, Bettencourt-Meyers a rénové le bureau d'Eugène Schweller, qui est classé, qui est un monument historique, qui est dans l'époque, dans les années 30. On a au rez-de-chaussée creusé, on a découvert des caves voûtées magnifiques. Il y a toute l'histoire du groupe, tous les produits, et on va réserver ça à des professionnels. C'est-à-dire que nous n'allons pas faire une queue devant pour faire payer 12 € pour aller visiter le bâtiment. On laisse ça à d'autres, avenue Montaigne. Nous, on se concentre rue Royale sur les gens qui ont fabriqué L'Oréal, sur notre histoire et sur les coiffeurs qui sont au cœur. Et laisser une école de coiffure au 14 Royal, je peux te dire que beaucoup en auraient fait une boutique de luxe ou d'autre chose. Je te laisse y réfléchir. Nicolas, je me tourne vers toi, Nicolas. Quand on parle de la qualité de l'enseignement, de la pédagogie, c'est quelque chose qui doit te parler puisque tu formes. Ça pose des questions sur l'évolution des formations, des modalités pédagogiques, voire parfois, je veux bien que tu actives ton micro, voire aussi de l'adaptation des diplômes même. Qu'en est-il? Quel est ton regard? Avant de rebondir sur la formation, moi je trouve que d'écouter Christophe et Jean-Claude, il y a un mot qui m'est venu à l'idée tout de suite, c'est le mot passion. Moi, ça fait plus de 19 ans que je travaille dans le monde de la cuisine, parce que même avant, chez Nestlé, je travaillais déjà dans le monde de la cuisine.
Et j'étais persuadé que les seuls vrais passionnés, c'était les cuisiniers. Et ben, depuis qu'on a élargi nos formations à 17 métiers de la main et de la main, je me rends compte, de la main et de l'humain, je me rends compte qu'il y a de la passion dans tous ces métiers. Et quand il y a de la passion, il y a de l'envie. Et quand il y a de l'envie, il y a de la créativité. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'apprend plus comme avant. On se forme plus comme avant. On se forme plus au même moment qu'avant. Et vous l'avez déjà évoqué, Christophe l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que il aime bien ces profils de gens qui viennent pas que du sérail initial, mais qui viennent apporter aussi leur sang frais par une vision totalement différente des métiers. Et c'est vrai que à l'Atelier des Chefs, on a développé une plateforme de formation digitale qui s'adresse à tous, aux apprentis, c'est le cœur du sujet de notre échange de ce matin, aux apprentis, les jeunes qui veulent rentrer dans la profession par le geste et qui vont pouvoir se développer, mais aussi pour la reconversion, des gens qui n'étaient pas forcément destinés à ces métiers, mais qui un jour se disent, en fait, c'est toujours ça que j'ai eu envie de faire, et qui vont se mettre à le faire, et qui vont se mettre à le faire avec passion, parce que ce ne sera pas ni un choix contraint, ni un choix orienté, ni un choix ceci, un choix cela. C'est un vrai choix personnel que de se rendre compte qu'on a envie de faire ce métier-là. Donc les formations digitales, pour ça, elles donnent une forme de flexibilité, une forme d'accessibilité aussi, qui permet à tout profil, et ça j'insiste vraiment à tout profil, de se former à quelques moments de sa vie que ce soit. Jean-Claude en est un exemple. Voilà, il va passer son CAP l'année prochaine. Va tenter. Non, t'as tenté une fois, mais cette fois tu vas au bout, en travaillant comme un fou chez L'Oréal et de l'autre côté en se formant le soir, le week-end, le matin chez sa plus belle coiffeuse, etc. Pour effectivement arriver au niveau d'exigence de ces examens. Parce qu'il ne faut pas croire que le CAP se sésame de tous ces métiers premier niveau. C'est fastoche, c'est un vrai métier. Et Jean-Claude l'a dit, pour la coiffure, c'était un vrai diplôme. Et moi, je l'ai passé pour la cuisine il y a 5 ans. Waouh, j'ai rarement autant bossé pour préparer un examen, ou en tout cas, il y avait longtemps que je n'avais pas autant bossé pour préparer un examen. Donc, ces nouvelles formations, ces nouveaux schémas de formation, ça permet vraiment de donner l'opportunité à chacun de se former quand il veut, de la façon dont il le veut, et surtout pour donner libre cours à sa passion. Quid des autres métiers de la main d'ailleurs, parce qu'on a titré et la coiffure en est une excellente illustration, mais pas seulement. Quid de ces aspirations à des métiers dans lesquels le geste, le savoir-faire technique, dont on est en train de voir avec toi, avec Jean-Claude, avec Christophe, qu'il est loin d'être à sous-estimer, qu'il est très important. Mais tu sais, c'est fantastique. Il y a 40 ans, il y a un ministre qui, par ailleurs, avait plein de qualités, mais qui était ministre de l'Éducation, M. Chevènement, qui a décidé qu'il fallait qu'il y ait 80% d'une génération qui ait son bac parce qu'il voulait une France de col blanc. Bon, formidable, la France de col blanc. Maintenant, elle s'embête à 100 sous de l'heure devant son ordinateur dans des postes pas très, très intéressants, voire elle risque d'être sérieusement challengée par ChatGPT. Et aujourd'hui, on manque de coiffeurs, on manque de plombiers, on manque d'esthéticiennes, on manque de cuisiniers, on manque de réparateurs auto, etc. Le faire, hein. Pardon ? Ça, le robot, il va pas savoir le faire. Par contre, tu viens de nous apprendre un truc, Nicolas. J'avais jamais vu que tu mettais tes écouteurs en mode corne de rhinocéros. Et tu vois, on apprend. Oui, alors ça, oui, mais ça, c'est parce que j'ai les oreilles très bizarres. Je suis obligé de comme ça. Mes enfants me disent que vraiment, j'ai l'air complètement débile avec mes cotons-tiges de mauvais côté. Mais c'est comme ça. Donc, ne me perturbe pas. Tu vois, on apprend toujours. Non, je t'ai pas perturbé tout de suite. J'attendais que tu aies fini pour te demander pourquoi tu les foutais comme ça. Mais tout le monde s'est posé la même question. On se dit, mais merde, le mec, c'est pas les mettre. Ben non, il sait les mettre. S'il les met différemment, il n'entend plus rien. D'où la discrimination à l'apparence. Que tous ces métiers de la main et de l'humain, si on fait la somme de toutes les formations qu'on fait aujourd'hui, c'est à peu près 500 000 jobs à pourvoir quand même. Hein. Donc, ça a tellement été peu valorisé qu'aujourd'hui, on manque de staff dans tous nos métiers. Et donc, il faut absolument qu'on forme des gens en formation initiale, des gens en reconversion et qu'on revalorise en même temps les métiers. Et c'est pour ça que j'avais envie d'avoir 2 passionnés comme Christophe et Jean-Claude avec nous ce matin. C'est parce que je savais qu'ils allaient parler avec leur tripes, pas donner des grandes théories, pas donner des grandes statistiques, mais parler avec les tripes. Oui, Christophe. Oui, non, je voulais rebondir sur les propos de Nicolas quand il parle de reconversion et il a raison. C'est un élément clé aujourd'hui pour les entreprises. Moi, je parle d'entrepreneuriat. Même si dans la coiffure, 1 sur 2 n'emploie pas, aujourd'hui, je pense qu'il y a de la place pour les entrepreneurs. Et dans la reconversion, je le disais encore à la ministre avec qui j'ai échangé il y a peu de temps, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment, on a du mal à accompagner la reconversion. Je veux quitter mon emploi chez L'Oréal parce que je suis directeur des relations humaines de L'Oréal. Et demain, comment, quand je suis directeur de la relation humaine chez L'Oréal, si je veux devenir
coiffeur, comment je quitte mon emploi, quelles sont les aides que je vais avoir pour être accompagné, comment l'entreprise peut accueillir quelqu'un qui a dépassé l'âge de l'apprentissage. Et ça, c'est une vraie difficulté. Alors, quand on en parle, tout le monde dit ah oui, il faut vraiment faire quelque chose, sauf qu'il ne se passe rien. Donc, encore une fois, on est dans les grandes théories. Excusez-moi, des fois, je m'en parle un peu. Mais on est dans la théorie. Et quand j'ai quelqu'un, moi, qui a 40 ans, qui vient me voir, je gère aussi des établissements de coiffure en partenariat. J'ai même L'Oréal comme grand partenaire. Et quand j'ai des gens de 40 ans qui viennent chez moi en disant mais moi, ce que je veux, c'est être coiffeuse. Je veux ouvrir un salon de coiffure. Je veux reprendre un salon de coiffure, mais je veux connaître le métier. Mais on me donne quoi? Parce qu'elle était infirmière, parce qu'elle était vendeuse, parce qu'elle était, j'en sais rien, ou mère de famille tout simplement, et qu'elle avait envie à un moment de se réaliser autrement, à une fois à un certain âge. Eh ben, on n'a pas les moyens, on ne nous donne pas les moyens, ni à elle, ni aux organismes de formation, et ni à l'entreprise. Donc aujourd'hui, l'entreprise, quand vous avez plus de 30 ans, elle vous dit bah ouais, mais vous allez me coûter cher. Parce que la formation, ça prend du temps. Parce que quand on donne de l'aide à la formation, on ne donne pas des subsides pour faire plaisir. C'est du temps passé. C'est beaucoup de temps passé. Et si on ne passe pas du temps, comme le disait Jean-Claude tout à l'heure, avec sa coiffeuse, bah, vous ne serez pas bien formé. Donc voilà. Après, il y a plusieurs éléments qui structurent l'apprentissage. Et ça, sur la reconversion, je pense qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics n'ont pas fait ce qu'il fallait, n'ont pas encore pris conscience qu'il fallait agir autrement. Il y a un sujet parce qu'effectivement… En complément de ce qu'il dit Christophe, juste un mot, c'est hyper intéressant. Oui, bien sûr, Jean-Claude. Tu vois, par exemple, nous, si on se définit, comme la définition de L'Oréal dans nos relations humaines, c'est d'être justement une entreprise qui… D'ailleurs, on utilise le mot éducation permanente depuis 1971, la loi de 1971. Et donc, on est très fiers. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure que j'étais directeur des relations humaines, on le traduit même en anglais. On fait de l'éducation permanente et pas nécessairement du learning. Mais L'Oréal, bon à savoir quand même pour vous, c'est 105 millions d'euros d'investissement en éducation permanente cette année. 105 millions. Donc, chacun de nos collaborateurs est formé. On ne laisse personne sur le bord de la route. Et la première chose qu'on fait quand on a restructuré ou à réimaginé quelque chose, c'est qu'on donne la possibilité aux gens de se former. Et c'est fondamental. Le gouvernement, et tu l'as très bien dit Christophe, la seule chose qu'il devrait demander à des grandes entreprises, c'est leur budget d'investissement en formation. Combien elles mettent sur la table pour éviter que les gens soient obsolètes. Parce que les premiers qui sont conscients de la possibilité d'être obsolètes, la bataille de l'avenir va se jouer sur les compétences, beaucoup plus que sur les jobs. Et donc, donner la responsabilité aux gens qui savent mieux que nous ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas, et surtout ce qu'ils doivent apprendre. Donc voilà. Oui, précisons qu'un des sujets en toile de fond, c'est que le contrat d'apprentissage n'est pas ouvert pour les raisons d'âge aux transitions professionnelles en cours de carrière. C'est plutôt le contrat de professionnalisation et l'expérimentation. Non, mais on a une question de cadre juridique. Quand l'entreprise fait un investissement qui peut permettre de payer au moins en partie la formation, c'est une des réponses possibles, mais on n'a pas aujourd'hui d'ouverture de l'équivalent de l'apprentissage suffisant, et je parle sous le contrôle de Nicolas. Nicolas, tu as des gens, hein, tu dis, toi, à l'atelier des chefs, qui viennent pour une reconversion. Ils le financent comment? C'est l'entreprise, du CPF? C'est quoi? C'est essentiellement du CPF. Alors, il y a une petite clause qui permet, et Christophe l'évoquait tout à l'heure, quand même de pouvoir être apprenti au-delà de 29 ans quand on a un projet de création d'entreprise. Oui. Donc ça permet quand même d'encourager ceux qui veulent monter des boîtes autour du secteur de la coiffure, autour de tous les secteurs, de se lancer. Mais sinon, effectivement, nous, les gens en reconversion, ils utilisent leur CPF. Alors, aujourd'hui, tous les jours, enfin en tout cas tous les mois, le gouvernement retourne sa veste sur l'apprentissage et sur le CPF, un peu plus, un peu moins, selon que c'est Monsieur le maire ou Monsieur Dussopt qui parle. Bon, c'est évidemment extrêmement pénalisant pour les professionnels qui ne savent plus à quel sens jouer, et puis pour les organismes de formation qui ne savent plus comment ils doivent établir leur budget 2024. Mais peu importe, on s'en fout, on va continuer à travailler dans cette bonne direction. Ce qui est sûr, c'est que côté reconversion, moi je suis bluffé du nombre de gens qui nous contactent avec un petit, un moyen ou un gros budget sur leur compte CPF. On peut avoir jusqu'à 5 000 € sur son compte CPF, donc ça permet vraiment d'envisager une belle reconversion, voire 8 000 € si on n'a pas son bac. Et donc, à partir du moment où on a ce budget-là, on a aujourd'hui la possibilité de faire une formation pour se reconvertir. Et nous, on a
bon an, mal an, entre 800 et 1000 diplômés du CAP tous les ans, tous métiers confondus. Et ces gens-là, j'en ai déjà 30 à 40% qui ont leur projet professionnel, soit de salariat, soit de création d'entreprise, sur tous les métiers. Donc, il y a vraiment un changement qui est en train de s'opérer, à la fois, et ça, je crois qu'il faut rendre grâce à Madame Pénicaud, qui en 2018 a forcé un peu le truc. Ça faisait 30 ans qu'on regardait l'Allemagne et la Suisse avec les yeux de chimène en disant quand est-ce que ça arrivera chez nous, et tout d'un coup, il y a Madame Pénicaud, et ça a été ardo, ça nous a raconté les négos, vraiment, ça a été super dur, mais qui a fait en sorte qu'on puisse se former au début, au milieu, à la fin de sa vie, parce qu'on parle aussi on parle des jeunes et des reconversions, et puis tous ceux qui à 50 ou 55 ans sont considérés comme trop vieux et à qui on montre gentiment la sortie et qui vont pouvoir avoir une deuxième vie en devenant entrepreneurs, en montant leur salon de coiffure, en montant leur food truck, en montant leur petite boîte de service à domicile. Moi, je trouve ça formidable de se dire que maintenant, on a plusieurs vies. Il n'y a pas que nos enfants qui ont plusieurs vies. Nous aussi, on peut en avoir plusieurs. Oui, avec une démographie favorable, on l'a dit, tu l'as dit, je crois, tout à l'heure. Je ne sais plus si c'est Christophe ou toi, Nicolas. Il y a des besoins dans le secteur quantitativement. Quid d'ailleurs de la pyramide des âges de ces métiers, et on reprend le focus de la coiffure. C'est quoi la pyramide des âges, les départs, sachant qu'on est sur une quinzaine d'années où la démographie va être en valeur absolue plus tendue, avec davantage de gens qui sortent que de gens qui rentrent. Alors, nous, déjà, on a une problématique dans la coiffure, c'est qu'on, malheureusement, on vieillit très vite. Alors, quand je dis on vieillit très vite, pas plus vite qu'ailleurs, mais sauf que la durée de vie moyenne d'une coiffeuse, elle est de 7 à 8 ans. Elle est moins de 10 ans. Donc, on sort vite du métier pour des raisons diverses et variées. Donc, ça, c'est une difficulté pour nous aujourd'hui. On forme, donc l'attractivité du métier, elle est là. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas en crise. On est en difficulté, mais pas en crise. Le métier continue d'attirer, mais on a du mal à garder les gens dans le temps pour des raisons familiales, pour des raisons diverses et variées. Et donc, il y a un essoufflement alors, j'ai des coiffeuses parce que 92%, c'est la gente féminine. Mais bon, enfin, des coiffeurs ou des coiffeuses. Donc, à peine 10 ans. Et là, on commence à avoir un phénomène de gens qui reviennent. Voilà, donc des fois, ils ont eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants, et pop, allez, une fois qu'on a élevé les enfants, on revient, on tente de revenir. Mais aujourd'hui, ce sujet-là, il est important. Sur le plan démographique, on le sait tous, hein, et selon encore, on aura certains territoires qui seront plus impactés que d'autres. Il y aura bien sûr une problématique. La problématique aujourd'hui, il faut l'intégrer dès maintenant pour travailler, pour être prêt dans 7-8 ans. Parce que pour être un coiffeur, techniquement, pour maîtriser l'ensemble du métier, il faut 7 ans. Bien. Voilà, c'est comme ça. On ne forme pas des médecins, hein, mais il faut 7 ans pour avoir cette maîtrise totale de cette technicité. Ça veut dire qu'il faut s'y prendre dès maintenant pour pouvoir anticiper la problématique démographique qui sera là. Aujourd'hui, on a une problématique. On a une problématique dans le temps sur le nombre de collaborateurs à tenir, puisqu'on a une problématique de recrutement. On a beaucoup de mal à recruter. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a une prise de conscience des coiffeurs qui ont formé pour pouvoir avoir des collaborateurs par la suite. Bon, cette problématique, elle est liée à plusieurs phénomènes. Le phénomène a été accentué après la Covid, parce que beaucoup ont créé leur propre entreprise. Et donc, on a un développement de la coiffure hors salon, je l'appelle comme ça. Hein, donc, il y a la coiffure domicile dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, moi je n'ai pas de problème avec ça, attention. Hein. Ça ne me pose aucun problème à partir du moment où il y a une zone de chalandise, où l'étude de marché a été faite, et qu'à la fin du mois, on en vit correctement. Moi, je n'ai pas de débat. Maintenant, je pense qu'on a beaucoup de jeunes en ce moment, et j'ai une montée en puissance du nombre d'auto-entrepreneurs dans le domaine qui explose complètement, et je ne suis pas sûr que tout le monde va pouvoir à la fin du mois s'y retrouver. Donc là, je suis un peu inquiet, et donc c'est vrai qu'on a eu cette baisse de recrutement et à la fois une montée en puissance des établissements de coiffure. Donc c'est un peu dichotomique, mais c'était comme ça. Et alors, dans le paysage, au regard de ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure, il y a deux perspectives qui peuvent être des sources d'inquiétude. On les a très légèrement évoquées en filigrane, sur le fait que les règles changeaient souvent. La baisse des niveaux de prise en charge, les NPEC, les fameux NPEC, de prise en charge des contrats d'apprentissage, qui est déjà opéré dès cette année, et puis le risque
d'une baisse ou en tout cas de réserver aux plus petites entreprises les primes aux entreprises qui intègrent des apprentis. Alors là, c'est pas acté. C'est un amendement qui sera discuté ces jours-ci lors de l'examen du projet de loi de finances. Donc ça commence aujourd'hui, c'est aujourd'hui ou demain. Est-ce que c'est des choses qui sont de nature à vous inquiéter? Alors on a vu tout à l'heure avec Jean-Claude que quand on est L'Oréal, finalement, la carotte fiscale, les aides sont pas déterminantes. Non. Mais c'est pas une entreprise comme les autres non plus. Dans le paysage. Oui, mais si tout le monde faisait comme nous, tu t'inquiètes pas, ça irait beaucoup mieux pour tout le monde. Toi. Bon, le message est entendu. Est-ce qu'il y a une crainte du côté de Christophe ou de Nicolas d'un reflux? Je rappelle, le million d'apprentis qui était l'objectif, on a dépassé les 928 000. En revanche, quand on regarde les indicateurs avancés, des chiffres de l'été, de l'intégration de septembre, on est au mieux sur un plateau, voire le début d'un déclin quantitatif, tout métier confondu. Moi, je n'ai pas d'inquiétude en soi, parce que je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, donc je me dis que de toute façon, il faut y aller. Ou je pousse un coup de gueule, et j'étais ravi parce que Nicolas l'a cité tout à l'heure, Emmanuel Pénicaud a fait une sortie, je ne sais plus dans quel journal, en disant oui. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? On est en train juste d'aller détricoter quelque chose qui fonctionnait bien. Pour une fois, il y avait un système. Alors oui, on va récupérer quelques millions d'euros. Bien sûr, on en a besoin, on a une dette abyssale, il n'y a pas de problème, il faut bien sûr, tout ça, j'en suis conscient. Mais à un moment donné, un autre, est-ce qu'on n'est pas mieux avoir des jeunes, quand on voit aujourd'hui les problématiques qu'on a un peu partout, des jeunes en emploi qui sont en train de préparer leur avenir avec des futurs chefs d'entreprise, des managers, des salariés qui aujourd'hui sont en train de prendre du plaisir, vont être passionnés, que de laisser des jeunes sur le trottoir et puis qui traîneront la rue, j'en sais rien. À un moment, il faut se poser les bonnes questions pour faire quelques millions d'économies. Je ne suis pas sûr qu'on prenne, encore une fois, les bonnes solutions. Et je le disais encore, on a la chance d'avoir une ministre qui est à notre écoute. Olivia Grégoire, vraiment, elle est à l'écoute. On peut vraiment discuter. Et en plus, comme c'est quelqu'un qui parle cash, on parle franchement avec elle et c'est top. Vraiment, je le dis très sincèrement. Mais à un moment donné, un autre, soyons réalistes avec ce qui a été mis en place. N'allons pas détricoter. Enfin, je suis désolé, je me répète, mais donc moi je suis un peu inquiet. Ça, c'est quelque chose qui peut m'inquiéter. Où je suis optimiste, c'est qu'à un moment, je pense qu'il va y avoir une prise de conscience quand même du pouvoir public par rapport à cette jeunesse qui parfois est en difficulté sur son orientation. Donc voilà. Et puis on va revenir aux fondamentaux de ce qu'est l'apprentissage. Avant d'arriver dans l'apprentissage, c'est l'orientation. Oui. À partir du moment où l'éducation nationale ne va pas ouvrir ses portes à l'apprentissage dans sa réflexion, alors tous ne sont pas comme ça, attention, hein, mais que les proviseurs ne vont pas ouvrir leurs portes à l'apprentissage de manière à pouvoir découvrir ce que sont les métiers de l'artisanat, ça posera des difficultés. Donc, l'orientation est un sujet important. Et puis aussi, les deux voies de l'apprentissage, la voie scolaire et la voie par l'apprentissage. Il n'y a pas de débat. Laissons les deux cheminer tranquillement. Il n'y a pas d'opposition entre l'un et l'autre, surtout pas. C'est ce que j'ai dit à Carole Grandjean il n'y a pas longtemps. Oui, donc les deux voies d'accès au métier de la main, voilà, en alternance ou en… Pardon. C'était Nicolas ou Jean-Claude? C'est ça. Alternance au lycée pro, mais moi je voulais remercier Christophe effectivement de saluer, le formidable travail d'Olivia Grégoire, le formidable travail de Carole Grandjean qui ne ménage pas sa peine. Voilà, qui ne ménage pas sa peine non plus pour aller défendre l'apprentissage d'abord et maintenant les lycées pro. En fait, tous ces gens-là, ils sont sur le terrain, ils viennent nous voir, ils nous rencontrent, ils connaissent nos métiers, ils connaissent nos besoins. À côté de ça, on a les grands argentiers de Bercy, eux, ils sont dans leur tour d'ivoire et ils y vont avec le stylo à couper, à raboter et surtout à changer de mode de calcul tous les 6 mois. À un moment, qu'on se pose, qu'on se dise ok, c'est comme ça et qu'on n'en bouge plus. Oui, effectivement, tu le disais Fabien en ouverture de ce webinaire, aujourd'hui la croissance du nombre d'alternants est plutôt plus sur les bacs plus que sur les infrabacs. Ok, mais c'est ça aussi qui a permis de revaloriser l'apprentissage. Avant l'apprentissage, c'était la voie de garage, c'était la voie des losers, c'était la voie de ceux qui n'avaient pas réussi. Maintenant, être apprenti, c'est un mode de formation, c'est un mode d'éducation, c'est un contrat de travail, c'est formidable et ça bénéficie à tous.
Donc, enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut être juste pragmatique. C'est un truc qui marche, dont on rêvait depuis longtemps, qui permet d'insérer dans tous ces métiers-là, qui permet de revaloriser les métiers. J'ai envie de dire, mesdames et messieurs, les politiques, foutez-nous la paix, laissez-nous travailler entre nous pour galvaniser nos foules qui veulent vraiment toutes travailler intelligemment, et puis aussi repeupler les territoires. Moi, je suis frappé de voir le nombre de gens qui, dans le cadre d'une reconversion, décident de se former en reconversion pour devenir entrepreneur et revitaliser le petit village. Vous parliez tout à l'heure de vos petits villages, le petit village dans lequel ils sont nés, pour y remettre un salon de coiffure, pour y remettre un resto, pour y remettre... Eh bien, c'est ça qu'on attend aussi de ces formations et de ces métiers. C'est ça qu'on attend, rien d'autre. Alors, on a un autre élément favorable à côté des inquiétudes budgétaires, et on a publié sur Newsstream quelques analyses intéressantes sur le sujet, le retour ou la façon dont on réinterroge, et Christophe le disait, le rapport au travail, avec un petit peu une culture presque post-industrielle ou post-tayloriste sur je me lève le matin, ma tâche n'est pas une composante d'une suite de process, mais je sers, donc les métiers du service, les métiers du tour de main, et on a vu avec Jean-Claude combien c'était, on peut avoir un niveau académique, une expérience, il n'empêche que le tour de main demande du temps et de l'investissement. Est-ce que là, on n'a pas un facteur à l'inverse, positif, et on parle de la coiffure, on a parlé de café, hôtel, restaurant. Marie, qui nous suit, demande si on va aborder les métiers de l'artisanat d'art. Elle cite ébénisterie, perruquier, paveur, dalleur, couturier. Non, mais qui ont pu à une époque paraître des métiers exotiques et qui finalement sont aussi dans l'économie et peuvent répondre à des aspirations d'accomplissement. Qui veut réagir sur le sujet? Il y a un énorme besoin d'accomplissement sur tous ces métiers. Et c'est assez rigolo. Nous, depuis, évidemment, quand on était sur la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie, à l'atelier des chefs, tout le monde trouvait ça normal. C'était des métiers de bouche, c'était notre cœur de métier. Depuis qu'on s'est mis à lancer d'autres métiers, vous ne pouvez pas savoir. On reçoit des mails, mais très, très forts, régulièrement, en disant « Ah, mais j'ai vu que vous êtes lancé dans d'autres métiers, métiers du bâtiment, les métiers de la bouche, etc. Quand est-ce que vous vous lancez dans l'ébénisterie? Quand est-ce que vous vous lancez dans la menuiserie? Quand est-ce que vous vous lancez dans tous ces autres métiers qui ont tellement de sens ?» Et notamment l'artisanat d'art et tous ces métiers du luxe. On sait qu'aujourd'hui, la France est connue pour sa bouffe, évidemment, mais aussi pour ses métiers du luxe. Demandez aujourd'hui aux boîtes de luxe si elles arrivent facilement à trouver effectivement des perruquiers, à trouver tous ces formations. Donc, il y a du besoin, il y a de l'envie, il y a des emplois, il y a des employeurs. Bon, en fait, j'ai envie de dire, la voie, elle est toute tracée du moment qu'on nous donne une forme de visibilité sur les façons de développer les formations, de les mettre en œuvre et de discuter avec les fédérations. Et c'est pour ça que je suis si content que Christophe soit là aujourd'hui pour aligner ce qu'on sait produire comme formation et les besoins de la profession. Fabien, si je peux me permettre pour abonder, bien sûr qu'on a aussi des métiers d'art dans la coiffure. On en a un qui est le perruquier posticheur. Et on a l'école, la première école est en Normandie, puisque c'est elle qui l'a fondée en 1995 à Rouen. Ce qui est important aussi, c'est aussi de prendre conscience que ces métiers d'art, parfois, sont des niches. Oui. Et là, c'est pareil. Il y a un volume qui est plutôt restreint, mais où il y a une employabilité qui est très importante. Et c'est voulu. Il n'y a pas là, quand pour travailler à l'opéra, dans les comédie musicale, il ne faut pas non plus 30 perruquiers posticheurs, il en faut un ou deux. Donc tout ça aujourd'hui, c'est plutôt structuré, c'est vraiment bien accompagné par tout le monde. La seule chose qu'il faut vraiment qu'on prenne en compte, c'est derrière tout ça, c'est l'accomplissement. Et via l'apprentissage, les gens s'accomplissent, arrivent vraiment à aller vers ce qu'ils ont envie et découvrent aussi parfois un nouveau monde. Et là, quand tout à l'heure, vous parliez aussi de s'adapter au nouveau monde, il y a un nouveau monde dans l'entreprise, c'est clair et net. Moi qui suis tout jeune, ça fait 40 ans que je suis dans le métier, j'ai commencé, j'avais 15 ans, j'en ai 55. Aujourd'hui, il y a 40 ans, jamais on aurait osé demander un samedi à notre patron. Jamais, voilà. Mais aujourd'hui, on s'adapte. Moi, j'ai 17 collaborateurs. On s'adapte, on réfléchit, on discute ensemble, on fait du turnover. C'est le nouveau monde. Et je crois que
Il n'y a pas longtemps, j'ai une collègue qui me dit c'est pas moi qui changerai, c'est eux qui changeraient. Non. Aujourd'hui, il faut qu'on s'adapte aux attentes et aux besoins de nos collaborateurs. Il faut s'adapter. Maintenant, il faut juste qu'on arrive à ce que tout ça coïncide aussi avec les besoins de la consommatrice. Mais une fois qu'on aura réglé ces petits problèmes-là, il faut s'adapter. Et si on veut attirer une nouvelle jeunesse, c'est aussi leur montrer aussi l'apprentissage via le numérique et d'autres méthodes pédagogiques. C'est aussi leur montrer aussi qu'aujourd'hui, même dans une entreprise artisanale coiffure, il y a aussi une carrière, il y a aussi une prise en compte personnelle et qu'on peut s'adapter, on peut adapter ses horaires. Tout ça, ça fait partie du nouveau monde de demain et on n'aura pas le choix de devoir s'adapter comme ça. Mais moi, je pense que ce n'est pas grave, au contraire, ça bouscule la relation humaine dans l'entrepreneuriat et c'est là aussi, c'est pour ça que moi, j'ai besoin qu'on forme les chefs d'entreprise à un volet qui est parfois un peu ignoré, c'est le management. Malheureusement, on est trop dans le cœur de métier et ce côté managérial est un peu zappé. Ce n'est pas qu'il est zappé, parce qu'on part du principe que, comme on se voit, on est juste l'un à côté de l'autre, quand on prend le café, on va gérer ce qui va et ce qui ne va pas, et puis on ira se taper une croûte après ensemble. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça, la relation humaine. Donc là, j'ai vraiment besoin, moi, qu'on transforme autrement les choses et on travaille, justement, on a créé un institut de la création reprise pour les entreprises de coiffure parce que, justement, on a intégré le management qui, pour moi, aujourd'hui, est essentiel dans la fonction d'entrepreneur de la coiffure. Et qui est essentiel pour toutes les entreprises. Je me tourne vers Jean-Claude. Deux choses, Jean-Claude. À la fois l'aspiration des individus. Ah, on va activer ton micro, Jean-Claude. Oui, dis-moi. Oui, deux questions. Première, on est en train d'évoquer les aspirations des individus, le retour de ces métiers de la main, le fait de vouloir avoir des métiers qui aient du sens, et puis l'exigence auxquelles sont confrontés nos amis coiffeurs, mais aussi les restaurateurs, et finalement des grandes entreprises comme les tiennes aussi, les attentes nouvelles du collaborateur. Les attentes nouvelles, c'est ce que tu disais. Les attentes nouvelles, c'est celles qui touchent effectivement, comme l'a dit. D'abord, c'est intéressant, ces discussions sur aussi les métiers de la main, sur d'autres métiers aussi. Ce qui est fondamental, c'est qu'effectivement, il peut y avoir une incompréhension parce que c'est partout qu'il y a un besoin. Même sur des fonctions très techniques, tu vois, nous, on est en train d'upskiller, reskiller tous nos informaticiens ou des gens dans les laboratoires. Il n'y aurait pas qu'un seul endroit où ces questions de défis se posent à l'avenir. Et donc, c'est hyper important d'être sur cette balle-là et de ne pas opposer les deux. En plus, vous n'êtes pas venu sur le débat de travailler à distance. Enfin, vous l'avez dit à un moment donné, plus que jamais, ces gens-là ont besoin d'être ensemble. Donc, attends, bouge pas, il faut que je dise. Attends, oui. Bon, non, c'est très bien, personne ne m'embête. Non, en fait, moi, ce qui me semble clé, je ne sais pas d'où vient ce bruit, mais ce qui me semble clé, c'est de reconnaître, il y a un magasin qui ferme, ce qui est clé, c'est de reconnaître que si au cœur de ton modèle, tu mets cette idée justement d'éducation permanente, que ça ne touche pas uniquement les métiers de la main, mais aussi les métiers très intellectuels dans lesquels les gens peuvent se sentir à un moment donné dépassés, que tu reformes les gens. Je donne aussi un chiffre très important, bon à savoir pour vous trois. Donc, enfin, toi, tu es plus jeune, mon cher Fabien, mais par exemple, nous, 30% de nos collaborateurs ont plus de 50 ans en France. Moi aussi, c'est des questions, tu vois, tu parlais tout à l'heure, Nicolas, des pouvoirs publics qui passent plus de temps à détricoter des choses qui marchent, qui, quand ils se tournent vers des grandes entreprises, demandent des comptes. Combien tu as de seniors dans ta boîte ? Est-ce que tu passes ton temps à essayer de les arrêter avant même qu'ils aient encore plein de choses à donner ? C'est ça, plutôt que de détricoter le truc de Pénicaud qui demande à chacun combien ils ont de gens de plus de 50 ans dans leur boîte ou de plus de 55 ans. Tu vois. Nous, on a 20% de nos collaborateurs en France, on a 15 000 qui ont plus de 55 ans. Donc, former tout au long de la vie, accompagner, permettre de découvrir des métiers. Tu vois, je vous écoutais aussi parler. Au fur et à mesure de ma formation en tant que coiffeur, je me dis, tiens, est-ce qu'après tout, ce n'est pas quelque chose que je ferais le jour où je m'arrête ? Moi qui adore la rencontre, adore dialoguer avec les gens, peut-être j'aimerais coiffer des gens, tu vois. Il n'y a pas justement, comme c'est une expression publique de saut métier, parce que j'ai été dirigeant du groupe L'Oréal, que je ne pourrais pas me réinventer dans autre chose. C'est très important, c'est l'avenir absolu pour nous tous. Donc, voilà. Et ce qui est intéressant qu'évoquait Christophe, c'est le besoin aussi de travailler sur le management
y compris dans des métiers comme celui-là. Et le coiffeur qui décide de monter son salon, il est vite confronté à des choses auxquelles, quand il est passé par la voie classique, quand il n'est pas passé par des fonctions d'encadrement et de management dans un grand groupe, c'est intéressant de voir que dans ces métiers, finalement, on retrouve des fondamentaux de la vie de l'entreprise, non? Oui, bien sûr. Mais il le disait, tous les coiffeurs ne sont pas managers parce que d'abord, c'est pas facile d'abord monter un salon. Souvent, ils sont le propre auto-employeur. Mais bien sûr que de commencer à… Tu sais que dès que tu es deux, mais c'est vrai dans notre vie personnelle, et encore plus si tu as des enfants, faire du management de ta vie, c'est pas la chose la plus simple du monde. On pense tous qu'on est très doué pour ça, et en fait, c'est très difficile. Regarde, Nicolas nous a expliqué que ses enfants sont mauvais parce qu'ils pensent ces trucs comme ça. Donc, on est tous confrontés au regard des autres toute la journée. La question, c'est comment on l'aborde. Et ma recommandation après 35 ans, parce que tu parlais de mes 28 ans de L'Oréal, mais je travaillais 7 ans avant de rejoindre L'Oréal, c'est d'être le plus sincère possible et pas se cacher. C'est un des enjeux. Pardon, Jean-Claude. Ouais. Oui, c'est l'un des enjeux du campus aussi, d'amener ces fibres et ces compétences managériales des professionnels ou pas? De Réal Campus? Ouais. L'idée de Réal Campus, c'était de montrer, il y avait deux idées, si tu veux. D'abord, c'est toute cette idée permanente de se former, mais il y avait aussi l'idée de montrer que, et c'est pour ça que je repasse par ce chemin-là, beaucoup de gens qui sont coiffeurs n'ont qu'un CAP de coiffure. C'est de montrer qu'on pouvait justement élever, là encore, le débat et amener des gens qui avaient fait des études supérieures à devenir des coiffeurs et de mettre une formation adéquate. Alors, je ne te dis pas que ça va toucher, comme le CAP, des milliers de personnes, mais c'est quelque chose qui marche très bien, qu'on est en train d'étendre internationalement. Alors maintenant, il a une taille plus limitée, parce que c'est plus cher aussi. Nicolas évoquait des CPF à 5 000 ou 8 000 euros. Je pense qu'il faut aussi avoir en tête qu'avec 5 000 ou 8 000 euros, on peut faire beaucoup de choses. Alors là, c'est des coûts plus élevés. Et c'est pour ça que c'est très bien ce que, pour moi, l'atelier des chefs. Alors, j'en profite parce que peut-être des gens vont aller sur LinkedIn. Je connais Nicolas parce que c'est un ancien de L'Oréal et c'est un entrepreneur. Et souvent, c'est ce que j'explique à mes dirigeants. Nous, on est à fond pour l'entrepreneuriat, mais par moments, des gens qui sont des réels entrepreneurs comme lui et comme son frère, ils entreprennent, ils quittent l'aventure. Il avait aussi travaillé pour d'autres groupes. Ils quittent l'aventure L'Oréal, ils deviennent des entrepreneurs. Et pour nous, il faut aussi partie de notre écosystème parce qu'un grand groupe a un énorme devoir d'accompagner l'écosystème et pas uniquement dire c'est des fournisseurs et on leur parle mal parce que ce sont nos fournisseurs. Ce que je déplore et que je combats tous les jours avec mes délicieux collaborateurs des achats. On a une énorme responsabilité dans la relation. Et donc, du coup, pour revenir à Nicolas, si tu veux entreprendre et créer cette magnifique école, et comme il le disait, c'est amusant qu'il y ait une question aussi sur perruquier, ébéniste, paveur. Parce qu'en fait, c'est au cœur de la question qu'on a. D'abord, il y a cette peur, comme d'habitude, de faire peur aux gens. Donc, il y a une peur depuis 6 mois. Alors, vous l'aurez noté, il y a 6 mois, tu ne faisais pas une phrase sans parler de ChatGPT. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. C'est symptomatique de l'époque. C'est une espèce de pic. Et puis, voilà, plus personne n'en parle. Mais il y a 6 mois, moi, j'ai été confronté en tant que directeur des relations humaines, puisque tout le monde est venu voir combien de milliers de jobs nous allons supprimer. En fait, aucun. On vient de faire, je ne vais pas rentrer là-dedans, on vient de faire des études extrêmement poussées aux États-Unis, aux Philippines, dans un call center. L'intelligence artificielle, elle tire tout le monde vers le haut. C'est-à-dire qu'elle va surtout aider les gens qui sont les moins performants à devenir plus performants. Ceux qui étaient déjà très performants, ils vont apprendre des belles choses. Donc, désolé pour ceux qui se frottaient les mains ou imaginaient qu'on allait mettre des millions de gens au chômage partout dans le monde. 300 millions, je ne citerai pas. L'abruti qui a commencé à balancer ce genre d'informations pour faire peur à tout le monde, parce que le seul intérêt, c'est de faire peur. On est dans une société où plus tu peux inquiéter les autres, mieux tu te portes. Et tous les jours à la télé encore plus, je ne dirais pas les émissions de grande écoute à 18h, mais je pense que tout à l'heure, on aura en direct l'entraîneur avec la tête en sang, s'il ne faut pas tuer tout le monde. Enfin, c'est pour ça que ces valeurs sont hyper importantes. Former, dédier du temps aux autres, les aider à s'élever, leur apprendre des nouveaux métiers. Ce métier de coiffeur est exceptionnel. Les métiers sur lesquels Nicolas forme des gens sont exceptionnels. On n'en fera jamais assez là-dessus, tu vois. Et que des gens vieux comme moi, avec beaucoup de responsabilités, accordent du temps, essayent de recommencer, démontrent aux autres que c'est pas si facile. Accompagner, parce que je le disais tout à l'heure, la patronne de la coiffure en France, qui met l'enseignement très supérieur, elle a du mal, elle s'est dit je vais peut-être pas arriver. Ça a eu une vertu extraordinaire, c'est que ça a transformé complètement sa relation avec les coiffeurs. C'est un métier qu'elle ne connaissait pas, elle l'a appris, elle l'a découvert. Je pense qu'elle n'est plus du tout la même quand elle leur parle. Elle ne considère pas que c'est super simple, que tu prends tes ciseaux, qui ne te contirent pas comme ça d'ailleurs, et qu'en 2 minutes, tu sais faire une nuque. Tu vois, ce qu'on voit aujourd'hui toute la journée, faire une nuque, je vais vous dire un truc, c'est compliqué. Ouais. Ça paraît un geste évident, c'est compliqué. Probablement comme faire un meuble ou comme faire une perruque. Donc voilà, tu vois. Pour tout ça. On va faire réagir.
entrepreneurs. Merci à Christophe qui, en plus de son entreprise, se bat pour porter un combat commun. Lui aussi pourrait dire, les gars, le nombre de fois il a dû avoir des gens qui l'ont fatigué en disant, je vous représente globalement, mais vous me fatiguez parce que c'est plus compliqué qu'Astérix et Obélix ensemble, tu vois le truc. Ça peut m'arriver après le webinaire. Hein. C'est clair, où des mecs vont te dire, t'as trop dit, t'as pas fait ça. Ouais, c'est ça. Mais Fabien, si je peux me permettre, Jean-Claude a parlé plusieurs fois du mot entrepreneur. L'entrepreneuriat aujourd'hui est au cœur de mes réflexions. Je ne veux plus que les entrepreneurs de la coiffure ne se considèrent pas comme des entrepreneurs. À partir du moment où on va pas réussir à infuser le fait de dire que quand on tient aujourd'hui une entreprise artisanale, quelle qu'elle soit, on est des entrepreneurs. À partir de ce moment-là, moi, mon rôle, il est là, il faut vraiment que ça rentre, mais que pour être un entrepreneur, il faut être outillé et il faut avoir tout ce qu'il y a autour du cœur du métier. Et là, aujourd'hui, c'est toute la difficulté que j'ai parce que trop, aujourd'hui, veulent s'engager dans l'entrepreneuriat, sortant de l'apprentissage, sans avoir la connaissance. Je ne veux pas dire la compétence, que ça va s'acquérir, mais sans avoir la compétence. Ah, on a perdu Christophe. Il a été gelé, c'est normal, il commence à faire froid, les enfants. Voilà, Christophe a été parasité. Non, il est gelé, il y a une tempête dans l'Ouest. Peut-être dans l'Ouest. Juste un petit mot, Fabien. Moi, j'ai été extrêmement sensible, évidemment, au discours de Jean-Claude sur l'écosystème des grosses boîtes et des petites. Et puis, Christophe nous l'a dit tout à l'heure, voilà, on est dans des professions où il faut savoir accueillir les jeunes, partout d'ailleurs, dans tous les métiers. Et je lance aussi un appel à tous les chefs d'entreprise de l'artisanat, et je rejoins totalement Christophe, il n'y a pas que la Startup Nation, on peut être entrepreneur dans l'artisanat, on peut être entrepreneur dans les métiers de la main et de l'humain. Mais voilà, il faut savoir accueillir les jeunes, il faut savoir leur proposer aussi un mode d'apprentissage de qualité. Moi, j'ai encore trop d'apprentis, quel que soit le métier, qui me disent au bout de 3 mois, j'ai fait que éplucher des patates, j'ai fait que passer le balai, ou bien j'ai fait que regarder des mecs sur des chantiers. Ça, c'est plus possible. On doit s'adapter parce qu'on doit rendre nos métiers un peu plus attractifs. Donc ça, c'est formidable. Des entrepreneurs, il peut y en avoir dans tous les métiers et on voit qu'ils sont soutenus, encouragés et dynamisés en effet par les grands groupes. Et ça aussi, c'est relativement nouveau. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Maintenant, les grands groupes savent qu'ils ont cette responsabilité d'emmener les petites boîtes avec eux. Donc, je pense que voilà, on est vraiment sur la bonne voie, qu'on est sur les bons métiers, on est sur ces métiers qui ont du sens. Si aujourd'hui, j'ai plus de 160 étudiants de grandes écoles qui passent un CAP en double diplôme, ben, ça veut dire aussi quelque chose, c'est très important. Et si aujourd'hui, chez L'Oréal, à l'instar de Jean-Claude, il y a un paquet de collaborateurs qui vont passer leur CAP coiffure, et ben effectivement, ça veut dire quelque chose aussi. Donc tout ça va dans le bon sens, c'est très chouette. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on arrive quasiment au terme de notre rencontre. J'ai quand même noté beaucoup de. Alors, l'interrogation sur, on l'a pas exploré, ça pourrait faire l'objet d'autres webinaires. Je pense au sujet de l'orientation, qui est un sujet clé, mais on a quand même l'émergence du stage, pas du stage, mais de la découverte des métiers, une demi-journée par semaine à partir de la classe de 5e, qui est une voie. Désolé, mais non, désolé. On a trouvé Christophe, aucun problème. Qui là pourrait être une voie pour ces entrepreneurs, ces artisans, pour pousser la porte des établissements, des collèges et parler de leur métier, évidemment des voies de formation. J'ai noté aussi très intéressant cette espèce, et qu'on a compris en filigrane dans tout le propos de Jean-Claude, conception d'un fonctionnement en symbiose avec un écosystème, l'enjeu n'étant pas d'asservir mais de fonctionner dans un écosystème dans lequel on dépend les uns des autres, le grand groupe ayant les perspectives, une hauteur de vue, les moyens d'investir aussi, contribuant à son écosystème, ayant un intérêt aussi à son développement. Et puis sur l'entreprise artisanale, Christophe, oui, on commence finalement, l'entrepreneur, il commence par son deuxième salarié. Vous en avez 17 et je pense que dans ces métiers comme dans d'autres, la croissance, finalement, elle n'a que les limites qu'on veut bien donner. Ce qui est intéressant, c'est que, et ce qu'on voit, ce qu'on a vu tout au long de cet échange, c'est l'importance de ces métiers de GS, de ces métiers qu'au début du XXe siècle, on a peut-être vu décliner ou
dans le contexte de la taylorisation de l'économie, de la montée du monde industriel, on les a petit à petit perdus de vue alors qu'ils sont nos métiers du quotidien et pour lesquels, et là c'est une vraie source, je pense, de réassurance, pour lesquels on a aujourd'hui un regain d'intérêt, une aspiration au sens auquel ils peuvent répondre. Il me reste à vous remercier tous. Merci Nicolas d'avoir été l'initiateur, l'instigateur de ce webinaire sur les vertus de l'apprentissage dans les métiers de la main et de l'humain. Merci beaucoup Jean-Claude de nous avoir consacré 1 heure. Alors, on est de tout cœur avec vous pour l'année prochaine pour le CAP et qui est aussi, et j'ai bien aimé aussi de dire, je le passe pas pour voir, je le passe. Et je le passe. Et pas au talent, tu vois, pas uniquement en convaincre tout le monde. Il n'y a pas de droit, mais bon, on sera ravis de le fêter, Jean-Claude. Et bon courage. Ça ne va pas être facile, tu sais. Oui, mais je n'en doute pas. Je ne doute pas de la technicité du métier. Merci beaucoup, Christophe, et son engagement à la présidence de l'UNEC et dans le monde de l'artisanat et des métiers. Merci à tous. Le plaisir de vous retrouver. Le webinaire sera. Merci beaucoup. Sur RH Matin. Un grand merci à vous. Merci Jean-Claude, merci Christophe, merci Fabien d'avoir signé ce débat. Bonne journée à tous. À vous, à bientôt.